On est de retour pour la seconde partie des experts. Ça parle beaucoup pendant la publicité. Les débats sont vifs. On reparlera de l'inflation effectivement particulièrement basse en France. Mais là, on va se diriger du côté de Bruxelles pour revenir sur le paquet simplification. Vous savez, les omnibus, c'est comme ça qu'on les appelle dorénavant à la Commission européenne. Des paquets de simplification pour essayer de relancer l'économie du vieux continent. Alors, est-ce le tournant économique du pacte vert, le Green Deal, qui, sous la commission von der Leyen 1, était l'un des paquets phares de la Commission? Hier, Bruxelles a promis une réduction d'1 milliard d'euros de charges pour les entreprises en allégeant des pans entiers de la réglementation environnementale. Alors cette simplification, je ne sais pas qui veut commencer, mais est-ce qu'elle est plutôt bienvenue pour la compétitivité de la zone euro ou est-ce qu'on est dans une véritable déréglementation? Est-ce qu'on va détricoter ce qu'on a fait pour les normes environnementales? Philippe, allez, je commence. Non, je crois qu'elle est bienvenue. Elle est bienvenue pour, au fond, deux raisons. Il y a une première raison qui pourrait être vue comme une mauvaise raison. C'est vrai qu'il y a une certaine contestation aujourd'hui des engagements verts. Et je crois que dans cette contestation, il y a un peu à boire et à manger. Il y a des choses qu'il ne faut pas. Si c'est pour faire du révisionnisme sur le climat, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, il y a bien une idée, quelque part, une suspicion que tout ce qui a été fait n'est pas vraiment nécessairement ce qui est le plus efficace. Et je crois que c'est le moment, au fond, profitons des Trump, etc. Il y a une partie de la question qui est raisonnable, c'est comment agir plus efficacement, comment éviter ce qui a été montré un peu comme caricatural. Alors, le deuxième point, c'est qu'au fond, on a trois moyens pour agir. On peut réguler. Je régule, je dis des choses sont interdites, j'interdis telle voiture, j'interdis tel chauffage, etc. J'oblige les entreprises à faire des rapports. Je peux taxer, la taxe carbone, n'est-ce pas? Et on a un prix Nobel français qui s'est largement prononcé en faveur de la taxe carbone et qui a montré son efficacité. Et puis, je peux inciter à innover, c'est-à-dire je parie sur le fait que c'est en allant de l'avant et en innovant que l'on va gagner. Le vrai problème, c'est que si vous régulez trop, vous n'innovez pas. Donc, il y a quelque part, il y a un peu le problème global de l'Europe, une juste balance entre les deux. De même, si vous taxez trop, vous n'investissez plus. Et si vous n'investissez plus, vous n'innovez plus. Donc, on a un vrai problème. Et là, je crois qu'on est à un point de maturité où il faut mener une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que la régulation, l'un des gros défauts de la régulation, elle suppose qu'on a quelque part la solution dans la poche et qu'on peut la mettre sur la table, parce qu'elle n'incite pas à grand-chose, la régulation. La régulation, elle suppose qu'il y a une bonne pratique qui est à portée de la main et qu'il suffit d'un petit coup de pied au derrière pour que vous adoptiez cette pratique. La réalité que nous découvrons, c'est qu'au fond, nous ne savons pas ce qui marche bien et ce qui va nous permettre justement d'affronter au mieux le changement climatique. Et on voit bien qu'il y a des débats autour panneaux solaires, énergie nucléaire, énergie aérienne, du vent, etc. Et on voit que ces sujets-là sont pas terminés et qu'au contraire, il faut inciter à beaucoup d'innovation. Donc je pense que si on déplace le curseur et l'équilibre vers l'incitation à l'investissement et l'innovation, on ne peut faire qu'une bonne chose dans un univers où nous ne connaissons pas encore quelles sont les solutions optimales. Gilbert, on dit souvent, on avait coutume de dire la Chine copie, les États-Unis innovent et l'Europe réglemente. Alors la Chine copie d'ailleurs, c'est plus vrai, ils sont meilleurs que nous maintenant en termes technologiques. Mais est-ce qu'on est allé trop loin en termes de régulation en Europe? Oui, dans ce qui a été annoncé par la Commission, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part un souci d'abaisser l'environnement normatif et réglementaire qui est quand même assez exceptionnel en Europe, parce que aux réglementations et à l'environnement normatif qui existe au niveau européen, chaque pays ajoute ses propres règles. Donc il y a le fait d'abaisser la barre. Je crois que maintenant il apparaît clairement à beaucoup d'acteurs. Ça a été bien dit dans le rapport Draghi, par exemple l'an dernier, que l'Europe, en quelque sorte, handicape sa croissance, bride sa croissance par ce foisonnement réglementaire et ce foisonnement de normes. Ça, c'est une première préoccupation globale qui touche aussi bien le domaine environnemental que toutes les autres questions, la construction, entre autres, etc. Enfin, il y a plusieurs paquets omnibus prévus à Bruxelles, justement, pour un secteur par secteur, alléger tout ça. Et on le voit bien, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit par Philippe,
c'est que il y a une attention qui se focalise un petit peu moins ou qui est un peu moins tournée vers les questions climatiques depuis quelque temps que vers d'autres questions géopolitiques d'une part, et puis d'autre part, question de pouvoir d'achat. On voit un point de tension qui apparaît clairement d'ailleurs dans les contradictions de l'expression publique. Hein. En même temps, les gens se déclarent, quand on les interroge, sensibles aux questions climatiques. En même temps, ils se déclarent très sensibles au prix. Mais oui, c'est l'opposition, fin du monde, fin du mois. Produits alimentaires. Et là, il y a quelque chose d'autre. Bon, la Commission répond d'une certaine façon à des accusations incessantes dans le domaine climatique. Oui. On se met des contraintes qui aboutissent à une augmentation des prix, qui aboutissent à la disparition d'un tas de professionnels du secteur agricole, etc. Donc il y a une réponse aussi à cette demande qui est décalée, vous voyez, comme préoccupation de ce que j'exprimais d'abord, à savoir la baisse globale de notre environnement réglementaire, qui a été appelée, encore une fois, par le rapport L'État et par le rapport Draghi l'an dernier. Mathieu, même question. Est-ce que c'est un toilettage ? Parce que je lisais ce matin, on n'a que 10% quand même des normes, des directives autour de l'environnement qui sont impactées par le paquet Omnibus. Hein, alors. Est-ce que c'est vraiment un Big Bang ? Big Bang, je ne sais pas. En tout cas, il y a une réflexion à mener qui est évidente. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'Europe a certainement les objectifs climatiques les plus ambitieux de la planète. La trajectoire, que ce soit le Fit for 55 pour 2030, une réduction des émissions de CO2 de 55% par rapport à 90, et le zéro net carbone en 2050. La neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que c'est une révolution industrielle. Mais qu'on doit programmer. Et d'ailleurs, je regardais, même par rapport aux révolutions industrielles passées, c'est 2 fois plus rapide. En général, quand on a changé d'énergie, que ce soit le charbon, le pétrole, ça a mis à peu près 50 ans. Là, zéro net carbone, c'est dans 25 ans. On est dans 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut réduire de 80% nos émissions de CO2 dans les 25 prochaines années. Je vous donne juste un chiffre. L'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui, c'est 9 tonnes de CO2. Il faudrait arriver, on n'arrive pas à 0 parce qu'on capte une partie du carbone, à 2 tonnes de CO2. Ah oui. Donc c'est monstrueux en fait. Alors qu'on est déjà parmi l'économie la plus décarbonée au monde. La France, c'est 1% des émissions carbone. Quand vous voyez l'ambition et les délais qu'il y a une question qui est comment vous faites avec les réglementations. Je regardais des chiffres aussi. La consommation d'hydrocarbures au niveau européen, la facture c'est 375 milliards. Oui. C'est-à-dire qu'on ne les produit pas, ces hydrocarbures, en plus. Donc ça nous coûte cher. La facture énergétique, elle est très chère. Alors, donc on a intérêt à la transition pour avoir notre propre production d'énergie, une énergie décarbonée. Et là, je regardais les chiffres sur les énergies renouvelables. RTE vient de publier un rapport. Au niveau européen, on est à 117 milliards. La Chine est à 340 milliards. Donc voilà, vous avez les ordres de grandeur. Après, il y a des études qui ont montré que, par exemple, pour faire certains projets sur les énergies renouvelables, ça peut prendre jusqu'à 9 ans. Sur du stockage de l'énergie, vous êtes sur des projets à 5-6 ans. Sur les interconnexions, j'en parle pas, les interconnexions de réseau, c'est plus de 10 ans. Même des batteries pures, je crois qu'on est sur 2 ans. Enfin, du coup, forcément, vous avez des ambitions qui sont immenses sur des échelles assez courtes, en fait, 25 ans, et en même temps, des réglementations qui ne sont pas du tout adaptées à cette ambition. Donc, il va falloir faire des arbitrages. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est la réglementation qui nous ralentit dans la... Bien sûr, des objectifs climatiques. Peut-être pas que ça, parce qu'il y a aussi le coût de la transition qui paye, parce que ça coûte cher, la transition, sinon elle serait faite depuis longtemps. Donc c'est comment on la finance. Mais ce que je veux dire, c'est pas juste, et le rapport Draghi, moi je le trouve extrêmement intéressant là-dessus, c'est de dire, effectivement, on a des besoins d'investissement colossaux, y compris dans la transition. Par exemple, là je regardais de créer les réseaux d'électrification européens pour vraiment une interconnexion qui fonctionne, pas de saturation, etc. C'est 1200 milliards qu'il va falloir mettre. Donc c'est vrai que c'est colossal, mais on pourrait dire ce qui est vraiment intéressant en Europe, c'est qu'on a beaucoup d'épargne. D'ailleurs, on a tellement d'épargne, et pas assez d'investissement qu'on va la placer ailleurs. Et donc il faut redriver cette épargne vers de l'investissement européen. Ça, donc ça c'est un constat macroéconomique très intéressant. Mais maintenant, après, dans les faits, il faut aussi que ces projets d'investissement, ils voient le jour. Et que ces projets d'investissement, ils ne soient pas contraints par des règles extrêmement dures, peut-être nécessaire parfois, mais par contre avec des délais qui me semblent pas possibles par rapport aux ambitions climatiques. L'urgence des enjeux. Philippe Trainard. Oui, je voudrais rajouter qu'il y a au fond 2 constats que fait le citoyen européen, moins éduqué et plus éduqué. Premier constat, c'est qu'on a eu le plus 1,5 degré
et ça n'a pas été l'apocalypse. Oui. Donc je crois que là, il faut quand même se mettre dans ce que l'opinion publique pense. Donc ça veut dire que l'approche du sujet qui est importante et urgente, néanmoins, il ne faut plus l'approcher dans des termes un peu apocalyptiques, il faut l'approcher dans des termes probablement Même si on voit plus quand même raisonnables. l'impact des aléas climatiques de Oui, même plus si en on plus voit des récurrents aléas et de plus en plus violents. Mais hein. vous voyez, avec les problèmes des incendies au Canada, encore que les incendies au Oui, Canada, la sécheresse en la France, relation avec le oui. changement climatique est un tout petit peu plus ténue. Deuxième point, c'est qu'on voit très bien, tout le monde voit qu'il va y avoir non seulement le rapport Draghi, des investissements massifs, mais de la consommation d'énergie massive avec l'intelligence artificielle. Et avec la temporalité que nous nous fixons en termes de climat, il est clair que l'innovation technologique en matière climatique, elle ne se fera pas à cet horizon temporel sans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc vous avez une véritable contradiction qu'il va falloir gérer en donnant des priorités. Mais si vous dites pas d'intelligence artificielle, ça veut dire que vous ne serez pas capable de respecter la temporalité les programmes qui ont été présentés, et vous n'avez plus que deux choix, c'est-à-dire le choix au fond de dire je m'en fous, et puis ça part et nous émettons du carbone, ou le choix de dire il faut réduire le niveau de vie des populations de façon drastique, de façon à réduire la consommation d'énergie. Et je pense que ces deux options sont les deux options que nous rejetons, que l'opinion publique d'ailleurs rejette. Et donc, il faut bien prendre une voie qui est un peu plus étroite et qui demande à être beaucoup plus réfléchie, un peu moins réactive et plus réfléchie. Ça demande de la planification donc, et de préparer un peu plus une programmation et surtout de réfléchir. Mais pour compléter le premier point de Philippe qui me paraît vraiment important, je dirais que la littérature et les travaux sur le domaine climatique, en ce moment, n'est pas vraiment le débat. Tout le monde s'accorde à penser que la température s'élève, les 1,5% sont maintenant degrés sont complètement enfoncés. On se demande si les 2 degrés ne vont pas l'être assez rapidement. Mais là où il y a des divergences, c'est sur l'effet en termes de dommages d'une même augmentation de la température. Oui. Et on voit quelles conséquences une part de la littérature qui nous dit ces dommages seront de l'ordre de 0,5, 0,6 points de PIB, 0,7 points de PIB, en tout cas moins de 1 point de PIB. C'est quelque chose de négligeable. On ne mobilise pas l'opinion publique et les États du monde pour des dommages aussi faibles, je dirais, au regard pour un point de PIB. On ne mobilise pas l'opinion publique pour un point de PIB. Un point de PIB mondial pour 2 degrés. Et puis, il y a une autre littérature qui se développe, Bilal, Coates, etc., et qui nous dit non, pour 2 degrés, c'est 25% du PIB. Ouais, c'est pas pareil. 25% du PIB, voire 40% du PIB. Et là, il y a une véritable difficulté, parce que si on peut affirmer avec une solidité, une certaine robustesse, une certaine crédibilité, que c'est 25% du PIB mondial qui peuvent être perdus par un réchauffement de 2 degrés, là, il y a quoi mobiliser les opinions publiques et les États, bien évidemment. Donc, il n'y a pas un consensus entre les deux, quand même. On il n'y a pas dans une voie centrale. Ébullition, en quelque sorte, des travaux sur cette question-là, mais la distance est considérable. Vous voyez, dans un cas, on est à 1, voire un point de 1, et dans l'autre cas, on est à 25. Il y avait le chiffre de cet économiste anglais dont j'ai oublié le nom, mais qui chiffrait à 1000 milliards il y a eu pas mal de travaux. De dollars, le coût de la crise environnementale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'analyse économique un sujet un peu nouveau, au fond. C'est-à-dire que les travaux des dégâts climatiques, je crois, les premiers, c'est Nordos, c'est 2006. Ça a 20 ans. De qualité. Il y en a eu avant. Et aujourd'hui, effectivement, ce que dit Gilbert est assez juste. C'est-à-dire que ça ne nous aide pas, parce que au fond, on a l'impression que ces chiffres, ils sortent un peu du chapeau. Donc on ne sait pas. Donc en fait, on ne sait pas. Donc c'est un peu le coup de l'incertitude. Ce qu'on sait, c'est que ça aura forcément des effets. Voilà. Et des effets. Alors, est-ce que c'est sur le PIB ? Est-ce que c'est en termes de rendement, sur les rendements agricoles ? C'est sur les infrastructures ? Est-ce que c'est sur la productivité, parce que certains métiers qu'on ne pourra plus exercer comme avant ? Est-ce que c'est sur les migrations ? Oui, sur les mouvements... Les mouvements migratoires. Très importants. Donc, il y a aussi des enjeux politiques très forts. Voilà, donc aujourd'hui, on a du mal, en fait, à avoir une analyse assez claire des risques associés, des risques économiques liés à ce réchauffement climatique. Et donc, on donne des chiffres, mais je pense que l'opinion publique réagit assez peu à ça. Au fond, l'opinion publique... Et même s'en détourne de plus en plus. Réagir au fait que, effectivement, il va y avoir des sécheresses qu'on commence à observer, qu'on a des phénomènes d'intempéries un peu
nouveau, qu'on a moins de neige dans les stations qu'avant, des choses comme ça. Mais sur la réalité pure macroéconomique, et vous l'avez aussi, d'ailleurs, dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, un essai de chiffrage sur les effets de productivité, bon, il n'est pas inintéressant, mais on voit bien qu'il y a un degré d'incertitude qui est élevé. Donc c'est vrai, à nous, économistes, outils, de s'emparer du sujet pour apporter un peu plus de billes à cette affaire-là. Non, ce qui est paradoxal, on s'attendrait que toute l'incertitude soit sur le climat et qu'au fond, l'économique ne soit qu'une cause d'incertitude sur le sujet marginal. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a beaucoup moins d'incertitude sur où nous allons sur le plan climatique que quelles en sont les conséquences économiques. Et ça, il faut le dire et le redire. Et qu'on est, honnêtement, nous voyons les catastrophes naturelles. Honnêtement, le 25%, je ne le vois pas pour le moment. Je vois un coût très élevé des catastrophes naturelles, mais on n'est pas à des phénomènes de cette ampleur. Donc il y a un vrai sujet, je pense, sur lequel il faut se reposer. Et bien évidemment, quand vous vous tournez sur l'opinion et vous dites, monsieur un tel, il prévoit, comme tu disais, Gilbert, 0,5 ou 1%, et l'autre, il prévoit moins 40%, il dit, bon, écoutez, avant de revenir vers moi et de me donner un coup de pied au derrière, on va bosser mettez-vous d'accord. Oui. Il y a un petit peu de ça et on a un vrai défi du côté des économistes et je crois que malheureusement on n'est encore qu'au début du travail parce que le travail n'a pas été suffisant, les mécanismes de l'innovation eux-mêmes sont pas toujours bien maîtrisés et c'est normal. C'est un domaine complexe. Domaine très complexe, donc avec des enjeux politiques très forts et je pense, alors sans rentrer dans la technicité, qui sont très non linéaires. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas parce que vous rajoutez 1 degré que vous aurez les mêmes effets que. En fait, en gros, là aujourd'hui, on est, je crois, à 1,3, 1,4 par rapport à l'ère pré-industrielle et donc le 1,5 qui est enfoncé, comme disait Gilbert. Donc on est vraiment beaucoup plus proche des deux. J'allais dire, passer de 1 à 2 a peut-être pas les mêmes effets que de passer de 2 à 3. Absolument. Donc les effets marginaux ne sont pas les mêmes en réalité. Et c'est ça qui est difficile. Et après, avec une répartition assez exponentielle même au niveau de la planète qui sont très différents selon les zones du monde. Et donc c'est ça aussi qui est difficile à prendre. Cette inégalité que vient de mentionner Mathieu est essentielle. Les pays les plus pauvres sont les plus grandes victimes de ces dégâts climatiques. C'est une crise parfaitement inégale. Et les pays les plus émetteurs et les plus riches sont moins concernés. Sont les pollueurs et sont ceux qui sont les moins concernés. Donc il y a par ailleurs un problème de coordination qui est vraiment central dans ces questions-là. Voilà, et qui rajoute un élément de difficulté qui n'est pas négligé. Oui, avec un dialogue international qui est ce qu'il est aujourd'hui. Absolument, plutôt à se rétrécir. Mais voilà.